Moi, j'ai pris un vol de Casa pour rentrer à Paris. Je ne pouvais jamais imaginer que j'allais être enfermé pendant 4 jours pour une faute commise par une agente de la préfecture. Je ne pouvais pas imaginer, je n'ai rien fait de mal, mais j'ai été enfermé pendant 4 jours alors que je n'avais rien fait, strictement rien fait. Je m'appelle Diallo Selou, je suis né le 4 octobre 1982 à Bouaké en Côte d'Ivoire. Je suis de nationalité guinéenne et j'ai vécu quelques années en France. Maintenant, je vis en Suisse depuis une année pour des raisons professionnelles. Et donc, par rapport à mon histoire, c'est qu'en 2012, j'ai fait venir ma mère de la Guinée vers le Maroc pour la faire soigner parce qu'elle avait des douleurs au dos depuis très longtemps qui devenaient paralysantes. Et puis, elle est venue au Maroc, donc j'ai dû partir la rejoindre au Maroc pour l'accompagner, pour la faire soigner. Je leur ai expliqué que c'était pour vraiment un cas médical et puis ils ont fini par accepter, ils ont renouvelé le récépissé. Mais pour le renouveler, la dame de la préfecture, ce qu'elle a fait, elle a pris un stylo, elle a le 0 du 10, en fait, puisque le récépissé est arrivé à expiration le 4/10e mois 2012, donc le mois 10, elle a changé le 0, elle a pris un stylo, elle l'a transformé en 2. Donc sur le récépissé directement, ça faisait, vous voyez, c'est comme s'il y avait une rature en fait. C'est une transformation qui a été faite par une personne, c'est pas quelque chose d'informatique. Et je lui ai dit que non, mais ça c'est très dangereux parce que moi, les gens ils vont me dire que c'est moi qui ai modifié ça à la main, c'est pas légal. Elle m'a dit non, que ce qui compte, ce soit modifié informatiquement dans le système informatique. Donc même si la police me contrôle, ils verront que c'est pas moi, c'est informatiquement saisi là-dedans. J'étais pas trop convaincu, mais bon, elle a insisté, elle m'a montré l'écran de son ordinateur, j'ai vu que c'était modifié, c'était indiqué 4 décembre 2012. Je suis parti. Mais je restais toujours dubitatif. J'ai pris le vol, je suis arrivé à Paris le soir du 1er novembre. C'était un jeudi, je crois, si j'ai bonne mémoire. Donc c'était un jour férié. Et le policier aux frontières à Paris m'a dit que le document était falsifié. Il s'est levé un moment, il est allé voir, je crois que son supérieur, et puis ils sont venus, ils m'ont dit de les suivre. Je suis parti, ils m'ont mis dans une cellule. Je crois que c'est un truc de garde à vue où il y avait d'autres personnes qui étaient là-dedans, il y avait beaucoup de personnes. Et puis, je suis resté là pendant 1 heure, 2 heures. Après, ils m'ont appelé. Je suis venu dans un bureau. Ils m'ont fait signer un document. Je ne sais même plus c'était quoi comme document. J'ai pas pris le temps de le lire parce qu'on me demandait de le signer. J'ai expliqué au policier, j'ai dit, écoutez, je ne peux pas signer quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, moi. Donc, j'ai fait confiance, en fait. Pour moi, ces gens-là, ils n'avaient aucune raison de me faire du tort ou de me mettre en prison ou de me garder en rétention alors que j'étais en train de leur expliquer par A plus B comment les choses se sont passées. Mais le monsieur m'a dit, vous devez absolument signer ce papier. Non, il m'a pas dit absolument. Il m'a dit, je vous conseille de signer le papier et puis après on verra. Je dis, mais ce papier, quand je le signe, c'est quoi concrètement ? Il a dit, c'est que vous constatez en fait ce qui s'est passé. Vous êtes arrivé, vous êtes dans une situation irrégulière. Je lui dis, mais je suis pas en situation irrégulière. Il dit, oui, mais votre papier, il est pas authentique. Donc j'ai fini par signer. Et puis ils m'ont dit qu'il y avait un vol qui pouvait me ramener à Casa. Je dis, mais j'ai aucune envie de retourner à Casablanca parce que moi, je n'ai strictement rien à faire à Casablanca. J'y étais pour faire soigner ma maman. Elle est rentrée en Guinée, moi je rentre en France où je vis depuis quelques années maintenant. Et j'ai dit donc je ne prendrai pas le vol. Ils m'ont dit ok, ils vont m'amener dans un centre de rétention qui n'est pas très loin de l'aéroport. J'ai dit ok, on est parti, on nous a embarqués dans une fourgonnette de police. Je suis arrivé au centre de rétention, ils ont pris mes affaires personnelles et puis ils m'ont donné quelques effets de toilette et puis ils m'ont amené dans une chambre où j'étais avec un monsieur. Puis là, je suis resté, donc jeudi, je me suis dit, bon, c'est férié, c'est le 1er novembre, donc ils n'ont peut-être pas le temps de pouvoir vérifier avec la préfecture de Paris. Donc je me suis dit, vendredi, il y a des chances qu'ils aient fait les vérifications, ils vont me libérer. Mais
le vendredi, et puis, non, le soir même du jeudi, je suis allé à la Croix-Rouge, j'ai demandé à avoir une carte téléphonique qu'ils m'ont donnée. J'ai appelé une amie qui était à Paris, que je connais très bien, qui s'est déplacée, qui est allée à la préfecture. Je lui ai demandé d'aller à la préfecture de police de Paris pour leur expliquer ce qui m'est arrivé et pour leur dire que voilà, je suis dans une situation vraiment délicate et par leur faute en fait, donc qu'ils trouvent une solution. Elle est partie le vendredi à la préfecture, donc le lendemain, le 2 novembre. La préfecture a délivré un papier, la copie du récépissé que j'avais, sur lequel le responsable du service, il a écrit que le récépissé est authentique et qu'il est valable jusqu'au 4 décembre, comme indiqué informatiquement. Il est là, hein, le document qu'il a fait. Et mon amie a pris ce document, elle est venue au centre de rétention à Roissy. Elle a essayé de me rencontrer, mais ils n'ont pas voulu qu'elle me voie. Et je ne sais plus si elle a donné aux policiers ou pas, mais en tout cas, elle a fait en sorte que je puisse avoir le document. Elle leur a demandé de me transmettre le document. Et le document ne m'est jamais parvenu. Je n'ai jamais reçu ce document-là. J'ai demandé à un policier, voilà ma situation, je lui ai expliqué, et puis il m'a dit, bah, lui, il ne peut pas faire grand-chose, c'est pas lui qui décide. Il était à l'écoute quand même. Et puis je lui ai dit, mais on a envoyé un document qu'on a laissé ici qui prouve que mon récépissé il est authentique. Vous l'avez pas reçu. Il m'a dit qu'il va vérifier. Et puis après, il est revenu, il m'a dit effectivement, il y a le document. Mais en tout cas, il m'a fait comprendre qu'il était impuissant. C'est pas lui qui devait décider si je devais sortir ou pas. Mais j'ai senti en tout cas en ce policier-là une certaine sympathie. Contrairement aux autres, certains policiers à l'aéroport qui nous traitaient mais comme du bétail en fait. On était vraiment comme du bétail. On était quasiment des personnes de couleur, la grande majorité des étrangers, de personnes de couleur. Et puis, mais ce policier-là, il a été le seul qui a été un petit peu humain avec nous, avec moi en tout cas personnellement, parce qu'il prenait le temps de m'écouter et puis il m'expliquait, il me disait, de toute façon, vous ne pouvez pas rester ici plus de 4 jours. La rétention, c'est 96 heures maximum. Au-delà, vous êtes obligé de passer devant un juge et c'est le juge qui va décider si on vous garde ou pas. Donc, au pire, vous allez rester peut-être le week-end et puis le lundi, vous allez être présenté à un juge. Ce qui m'a déjà permis de comprendre le processus parce que jusqu'à présent, je ne savais absolument rien. J'étais là dans ce centre et je ne savais pas dans quelles conditions, comment les choses se passaient. On m'avait fait partir une deuxième fois à l'aéroport pour prendre un vol pour Casablanca. Je leur ai dit, mais j'irai pas à Casablanca, je n'ai rien à faire à Casablanca, je suis pas marocain. Mais ils m'ont dit, ok, bah, je suis resté au centre de rétention. Mais au fil du temps, j'ai fini par comprendre en fait que c'est un processus qui est fait exprès. On fait en sorte que les gens ils soient complètement dépités pour que dès qu'on leur dise qu'il y a un vol pour rentrer chez eux, bah, ils prennent le vol, ils rentrent parce qu'ils sont plus traités comme des êtres humains dans ce centre. C'est vraiment... Vous êtes traités comme des bestiaux en fait. Alors on ne vous frappe pas, c'est vrai, on ne vous insulte pas, mais c'est-à-dire, vous n'avez pas l'impression de vivre dans un pays comme la France en fait. C'est pas possible, on ne vous écoute pas, on ne vous calcule pas. Vous êtes un chiffre, vous êtes un nombre, c'est tout. Vous avez un numéro, c'est tout, un numéro qui est mis sur votre dossier, c'est ce que vous n'êtes pas plus que cela. J'ai vu plein de personnes dans le centre de rétention, des femmes, des hommes venus d'Afrique, venus d'Asie, qui étaient dans des conditions déplorables. Certains qui étaient là depuis plusieurs jours, des semaines qui étaient là dans le centre de rétention. Et puis, je suis resté vendredi, samedi, donc jeudi nuit, vendredi, samedi, dimanche. Lundi matin, on est parti au tribunal de Bobigny. Et puis bah là, le juge, il a vu, il a même écrit dans le compte-rendu, c'est écrit là-dedans même, ils ne comprennent pas comment est-ce que j'ai pu être retenu alors que le vendredi 2, ils avaient la preuve que mon document n'avait pas été falsifié par ma personne. C'est quelqu'un de la préfecture même qui avait fait cela. Pourquoi ils ont continué à me garder? C'est écrit en noir sur blanc par le juge lui-même. Puis bon, le juge a dit donc il n'y a aucune raison qu'on me garde, on m'a libéré. Et puis il m'a dit, bah écoutez, je suis désolé, vous êtes tombé dans les rouages de l'administration. La juge, elle s'est excusée. Et puis bah j'ai été libéré ce jour-là. Donc très très mauvaise expérience. Et puis ça a été un choc pour toute la famille.
Alors, les policiers, il faut dire en fait que malheureusement, ce qui se passe en fait, il faut dire que ça s'est passé en 2012. On venait d'avoir 5 années de Sarkozy. Donc, on sait ce que ça a été. L'élection de Sarkozy en 2007, il a raflé les voix du Front National pour pouvoir se faire élire. Et puis, il y a eu ce ministère, cette dénomination de ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Donc, il faut dire qu'il y avait une ambiance, il y avait la politique du chiffre par rapport à l'immigration. Il faut expulser le maximum de personnes. Donc, les policiers, ils étaient dans cette ambiance-là. Donc, moi, j'essaie de contextualiser les choses. Ça s'est passé dans ce contexte-là. Il y avait un contexte qui faisait qu'en France, à cette époque, plus on expulse d'étrangers, mieux la France se portera. C'était le discours ambiant. Et donc les policiers, ils étaient dans cette dynamique en fait, la politique du chiffre. Ils exécutaient ça. Donc oui, il y en avait qui étaient ouvertement, voilà, ils n'étaient pas là pour faire le travail comme ils devaient le faire. Ils étaient là pour rendre la vie difficile à ces gens qui étaient dans le centre de rétention. C'était leur job. C'est ça. Il faut que toi qui est dans le centre de rétention, il faut que tu sois tellement dépité de ton traitement que tu te dises non, je prends le premier vol et je rentre dans mon pays. Je ne peux pas accepter d'être traité comme ça si tu as un minimum de dignité. C'est ce sentiment que tu as. En tout cas, moi, personnellement, c'est ce sentiment-là que j'avais. Mais puisque j'avais aussi la certitude qu'en fait que je n'avais rien fait de mal, je ne voyais pas pourquoi je prendrais un vol pour retourner à Casablanca, me mettre dans des situations difficiles. Donc, j'ai refusé de rentrer, mais j'aurais été dans une autre circonstance. Je venais d'Afrique, je prends un vol pour venir en France, pour un voyage touristique ou un voyage d'affaires. Je suis arrêté, je suis traité comme ça, mais dès qu'il y a un premier vol pour me ramener dans mon pays, je prends mon vol, je rentre chez moi. Je pense que surtout la France, l'Europe, ils devraient apprendre de l'histoire. On ne devrait pas oublier comme ça l'histoire. On nous dit tout le temps, il ne faut pas plus jamais cela. Il y a des choses qui se sont passées dans ce continent qui sont dramatiques, qui ont été dramatiques, qui ont fait souffrir des personnes. Il ne faudrait pas qu'on aille vers ces extrêmes-là. Il faut vraiment que les gens ils aient le sens de la retenue. Ils comprennent que le musulman, l'arabe, le noir, le juif, le chrétien, la personne qui n'a pas d'identité religieuse ou agnostique, ce sont des êtres humains. Nous devons vivre ensemble. Nous devons faire en sorte que ce monde il soit meilleur. Et c'est en apportant chacun un petit peu de son côté que nous pouvons arriver à cela. Et je m'inquiète beaucoup pour la France parce que c'est un beau pays. Moi, j'ai vécu pendant plus de 10 ans en France. J'aime beaucoup ce pays. Je suis ici aujourd'hui en Suisse pour des raisons professionnelles. Mais la France, c'est un pays que j'aime beaucoup. Donc, je parle français. C'est quasiment ma deuxième langue. C'est quasiment une langue maternelle. Et donc, je pense qu'en France, il faudrait que les gens ils se réveillent un petit peu. Ils arrêtent cette détestation de l'autre, cette haine de l'autre, cette xénophobie, cette islamophobie, cet antisémitisme en fait. Le fait de monter les communautés les unes contre les autres, il faut arrêter cela. C'est-à-dire il faut chercher ce qui nous unit, il ne faut pas chercher ce qui nous divise. Ça ne sert à rien, on aura toujours des choses qui nous divisent. Mais ce qui doit nous rapprocher, essayons de cultiver ces valeurs-là et puis laissons tomber tout ce qui nous divise. Oui, je dénonce tout ce qui fait qu'un être humain va souffrir du fait de sa couleur, du fait de son identité religieuse, du fait de ses choix personnels. Ça, je trouve qu'on ne devrait pas, aujourd'hui, au XXIe siècle, accepter que ce genre de choses se passent. Je pense à ces jeunes venus d'Afrique qui se noient en Méditerranée. Aujourd'hui, moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'interpelle énormément. J'ai un cousin qui est mort en Libye, le fils d'un de mes oncles. Oui, qui est mort comme ça, comme un chien en Libye. Il a été tué comme ça, parce qu'arrivé pour prendre une embarcation, il a vu que c'était des embarcations précaires, il n'a pas voulu monter, il a voulu s'enfuir, ils lui ont tiré une balle dans le dos. Donc il est mort. C'est mon cousin, c'est quelqu'un que je connaissais, je l'avais vu la dernière fois en 2014. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on se réveille un petit peu et puis on se dise... on est tous des êtres humains, il faut vraiment qu'on soit solidaires, il faut qu'on s'entraide, il faut s'entraider.